RMC, le grand oral des grandes gueules. Avant de se retrouver à 12h40 dans le GG et vous. Grand oral des GG avec Nadia Remadna. Bonjour. Fondatrice de la Brigade des mères et auteure de Comment j'ai sauvé mes enfants. L'actualité nous a fourni aujourd'hui un exemple justement de ces enfants dont vous parlez, de cette radicalisation, avec le beau-frère de Chérif Kouachi qui était fiché S depuis 2 ans. Chérif Kouachi, c'est l'un des 2 frères des attentats de Charlie Hebdo. Et ce qui est incroyable, c'est que lorsque les policiers l'avaient interpellé publiquement en 2015, il était âgé de 18 ans, il condamnait ce qu'avaient fait les frères, les Kouachi. Il trouvait ça incroyable, hallucinant, c'était horrible. Et là, il s'est fait interpeller alors qu'il cherchait à rejoindre la Syrie. 1 an après, 19 ans. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce que j'en pense, malheureusement, j'ai envie de dire malheureusement que c'est un phénomène qui touche des jeunes de 13-14 ans. Effectivement, on condamne, on dit que c'est pas bien, mais après on justifie autrement. Parce que si vous les prenez individuellement, ils vont condamner, mais quand ils sont dans l'esprit de groupe, automatiquement, on justifie toujours par rapport à parce qu'on nous aime pas, par rapport à la victimisation, et on se cherche une place. Et aujourd'hui, aller en Syrie, c'est vu comme un héros, comme être héros. Véritablement. Ah oui, c'est vu exactement comme ça. Et après, moi, je dis que c'est un problème, en fin de compte, c'est pas un jour, un matin, on se lève, on décide de partir en Syrie. C'est pas vrai. On décide de devenir terroriste. C'est pas vrai. Il y a un travail qui se fait à côté. Quand je dis un travail, c'est un grand mot. On est tenté. On se cherche une place. Et je pense que ça. On nous a pas écoutés parce que nous, la Brigade des mères, moi avant j'ai créé la Brigade des mères en 2014, mais ça fait des années que j'alerte par rapport à ce phénomène, parce que par rapport à l'Algérie, j'ai connu bien sûr, je suis d'origine algérienne. Et j'ai connu les années terroristes en Algérie. Je les ai connus, j'étais pas là-bas, mais j'ai beaucoup de familles qui ont été là-bas, j'ai même de la famille qui est décédée par rapport à ça, et je me disais comment que ça se fait qu'on laisse faire. Parce que les choses, on les voyait, elles sont visibles, c'est pas quelque chose qui était caché. Vous savez, c'est pas un petit voleur de scooter qui est un petit vol de scooter. On voit, ils sont là, on radicalise, mais on dit que le salafisme n'est pas un délit. Effectivement, c'est pas un délit de parler de religion à un jeune. Mais le problème, c'est moi ce qui me dérange, c'est quand c'est dans les aspects publics. C'est là que normalement on aurait dû intervenir, mais on a laissé les choses s'empirer. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a laissé faire, selon vous, alors ? Je rappelle que vous êtes du côté de Sevran. Le maire Stéphane Gatignon était là d'ailleurs la semaine dernière, nous parlait de ce qui se passait dans la ville. Pourquoi est-ce qu'on a laissé faire ? Parce qu'on a laissé on s'est dit, la religion, ça nous achète la paix sociale, c'est ça ? Dites-nous. Je pense qu'on a laissé faire, effectivement. Moi, ça fait des années que je suis sur le terrain, parce que je suis travailleuse sociale aussi, je suis travailleuse sociale. Et je me dis, on a laissé faire par intérêt électoral, bien sûr, parce qu'au début, il y avait ma génération où on nous parlait de la guerre d'Algérie. Après, on a parlé malheureusement, de ce qui se passe en Israël et en Palestine. Après, on a parlé de la discrimination. Et après, on nous a ramené l'islamophobie. On a tout utilisé. On a utilisé les blessures de certaines personnes. Et ce qui est sacré pour certaines personnes, on l'a utilisé pour en faire une campagne électorale. Et malheureusement, ça a marché, mais c'est l'arroseur arrosé. On s'attendait pas à ça. Vous avez été une des premières à dénoncer publiquement la radicalisation, justement, religieuse. Vous l'avez dénoncé publiquement dans votre ville de Sevran. Mais donc, on a eu peur à ce moment-là d'intervenir parce qu'on s'est dit, on va se faire taxer de raciste ou on va se faire taxer d'islamophobe, c'est ça, Nadia ? Je pense que oui, il y a cette partie où de toute façon, l'homme est hypocrite et lâche, il n'a pas de courage. De toute façon, quand je dis l'homme, pas, parce qu'on dit la lâcheté politique, moi je dis la lâcheté tout court. Parce qu'aujourd'hui, qui est-ce qui paye ? Bien sûr que tout le monde, tous les Français sont, mais particulièrement nous, les maires dans les quartiers. Quand vous avez ce discours de certains politiques ou certains professionnels qui vous disent non à la recherche identitaire et tout ça, ce qui fait notre discours, on n'est plus crédible. On cherche une raison à l'acte. Mais nous, on cherche pas une raison à l'acte, effectivement. On devient terroriste parce qu'il y a une partie où il y a des gens qui sont convaincus. Il y en a, ils sont convaincus, qu'il faut faire le djihad parce que le prophète l'avait fait. Et il y en a, ils le font par solidarité. Et il y en a, ils le font parce que on les a séduits par la parole. Et il y a des travailleurs sociaux, des éducateurs, des médiateurs et tout ça, qui, au lieu d'être
éducateurs ou médiateurs, effectivement, ils sont pas formés. Quand vous faites une formation d'éducateur à l'IRTS ou ailleurs, on forme pas à la radicalisation. Si vous avez des enfants qui se radicalisent, comment vous devez intervenir? Non, on nous forme en tant que travailleurs sociaux à faire barrière, à faire des rapports, à faire des fichiers. Voilà comment vous êtes formés. Et même encore pire, parce qu'aujourd'hui, les éducateurs, ils sont tenus à faire que de l'administratif et de pas intervenir. Et souvent, nous, en tant que brigade des mères, c'est quoi? Ce sont des mères qui, je leur ai dit, écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça. Soit on se réveille tous ensemble et on va sur le terrain. De toute façon, on peut pas faire pire. Pire, on peut pas. On peut pas faire pire. Regardez ce qu'on a. On a des jeunes de 19 ans, de 18 ans qui préfèrent aller, excusez-moi, se péter la cervelle que de rester en France par rapport à leurs parents qui ont émigré pour avoir amélioré leur vie, si je peux me permettre. Aujourd'hui, on a tout le contraire. Alors ça veut dire tout le travail que nous, on a fait. Il y a des gamins de 18, 19 ans, ils disent, bah, vous êtes des mauvais parents, vous êtes des lâches, regardez la France, nous on l'aime pas, cette France que vous, l'exil, nous on l'a connu, voilà. Pourquoi vous avez fait ça? On vous a rien demandé. Mais ce sont vraiment des jeunes qui n'aiment pas la France, qui n'aiment pas le pays, enfin, qui se sentent rejetés, c'est ça véritablement, Nadia? C'est compliqué, en fin de compte, qu'ils aiment pas la France. Si, je pense qu'ils aiment la France, il y a qu'à voir quand il y a des matchs avec la France et tout ça, c'est les premiers à sortir dans la rue et tout ça, ils sont fiers. Ils aiment la France, en fin de compte, ils sont français. Bah, on aime la France quand ça nous arrange, on n'est pas français quand ça nous arrange, en fin de compte. Et cette jeunesse, en fin de compte, il y a aussi la transmission de la haine aussi. Et ces jeunes aussi, nous aussi, les mères, les familles, toutes les familles, on a une part de responsabilité. Moi, je dis, on est tous responsables. Parce que cette haine, elle ne vient pas comme ça. Elle est venue quelque part. Et moi, je dis, je vais pas dire que ce sont que les politiques, c'est tout le monde. On est tous responsables. Mais aujourd'hui, ce qui me fait peur, moi, je vois pas d'amélioration. Il n'y a pas d'outils. Comment on va faire pour cesser que ça? Le problème, c'est que ça a pris trop de place. Et ils sont partout. Et c'est ça le problème. Ils sont partout, c'est qui ils sont partout? Eh ben, les religieux, même celui qui n'était pas, on utilise la religion par intérêt électoral. Et aujourd'hui, c'est religieux. Aujourd'hui, le religieux a pris la place des éducateurs et des travailleurs sociaux. Aujourd'hui, c'est le religieux comme un en vacances. C'est le religieux qui fait les CV. Et les institutions, les mairies, les élus, qui sont censés représenter la République, travaillent qu'avec les religieux, parce qu'en fin de compte, ça arrange tout le monde. Mais malheureusement, nous, les maires, ça nous arrange pas du tout. Quand vous entendez le débat sur tel qu'il a été lancé par les pouvoirs politiques, remettre en place l'islam de France, un nouvel islam, interdire les mosquées radicales, interdire ou non le salafisme, comment vous réagissez? Est-ce que vous vous dites il faut prendre ces mesures fortes ou pas, Nadia? Moi, je dis ça va servir à rien. C'est pas interdire ou ne pas interdire. Ils sont là, ils existent. Comment vous allez vivre? Ça veut dire si vous êtes d'origine algérienne ou marocaine ou tunisienne. Ça veut dire quand vous allez être en Algérie, vous allez pratiquer un islam algérien, et quand vous êtes en France, vous dites ah non, c'est bon, je suis à Orly. Ah non, maintenant je tourne, je fais un islam français. Ça veut dire quoi un islam français? Ou t'es musulman ou tu l'es pas, tu peux pas. Ça c'est encore des mots. On essaye encore de... Parce que je pense que... C'est pour faire en sorte qu'il n'y ait plus l'influence de personnalités qui sous l'influence elle-même de pays, si vous voulez. Je trouve qu'on ait un islam de France conforme aux lois de la République. Moi, je trouve que c'est hypocrite parce qu'on fait semblant de jouer avec des mots, un islam de France. Soit on est laïque, soit on l'est pas. Soit on est un pays dans la République où il y a laïcité, on l'impose dès le début. Il faut arrêter on n'a pas à faire ça. On n'a pas, puisqu'on est laïque. Alors pourquoi qu'on amène à chaque fois qu'on veut faire une réforme et autres, on parle des religieux. Tiens. Les religieux, c'est la sphère publique. Avant d'écouter les GG, prenons un dernier exemple. Vous avez vu la semaine dernière la polémique autour, vous savez, de cette association qui à Marseille pour la piscine. Voilà, pour la piscine va privatiser le Speed Park, je crois que ça s'appelle Water Park au Pen Mirabeau, avec les femmes qui disent venez avec des tenues qui soient conformes à notre religion, que le haut soit couvert jusqu'aux genoux. Et on se posait la question, bon, elle privatise un lieu, ça la loi l'autorise, mais est-ce qu'au nom des principes de l'égalité homme-femme, des principes chers à la République française, on doit l'interdire ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, franchement, j'ai suivi... Le burkini, j'ai suivi cette histoire du burkini. Moi, là où je vis, pour moi, c'est un détail. Vu que moi, je vis dans une ville où il y a des gosses qui sont morts en Syrie et tout ça, tout ce que je vois, moi, je dis on aurait dû le faire il y a des années. Pour moi, c'est fou de dire ça. Mais en 2016, aujourd'hui, pour moi, ça devient un détail tellement qu'autour, il y a des choses plus graves qui se passent. Et je me dis, si on laisse faire, aujourd'hui, bon, après, je dis que les politiques ne sont pas courageux. C'est un maire quand même qui a autorisé, c'est privé. Et demain, on va nous faire comme ils font actuellement. Il y a des écoles coraniques où il y a des jeunes filles qui sont voilées, où il n'y a pas de mixité. On dit, mais c'est privé.
Alors moi personnellement, j'ai un combat qui est plus dur parce que je suis sur le terrain, je me bats tous les jours. Je pense que il faut qu'on soit plus nombreux parce qu'aujourd'hui on va tolérer. Tout le monde va se battre, du dire bon, ils font rien de mal, c'est des jeunes filles, c'est des femmes qui vont à la piscine. Faut dire non. Et demain on va faire quoi aussi? Donc demain, il faut dire non. Il faut dire non comme beaucoup de choses. C'est ça que c'est pas détaillé. Moi, je voulais vous, parce que j'ai lu votre livre. Ah merci. Voilà. Comment j'ai sauvé mes enfants aux éditions Calman Levy. C'est un livre extrêmement honnête, je trouve, qui est très 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 agréable à lire en plus et on voit vraiment une démarche personnelle et je trouve je suis pas d'accord avec vous sur plein de trucs mais je trouve que la démarche est très très passionnante. Moi il y a un point qui m'intéresse particulièrement qu'on ressent beaucoup dans votre livre. J'ai l'impression que vous ressentez qu'à un moment alors vous parlez beaucoup des mamans et vous parlez des pères un petit peu, mais ils sont plutôt abandonnistes dans l'éducation des enfants. J'ai l'impression qu'à un moment les mères ont perdu l'autorité parentale au sens très large du terme, c'est-à-dire ce qu'elles savaient faire de l'éducation. À la limite, d'autres se sont substitués à eux, dont les éducateurs, dont le système. On leur a dit c'est pas comme ça qu'il faut élever vos enfants, c'est pas bien. Nous on va les élever parce que nous on sait quelles sont les bonnes normes. Et j'ai l'impression qu'il y a eu un abandon. Alors des pères, ça évidemment, qui ont été très vite dépassés par la situation, dont le vôtre si j'ose dire. Et puis mais de beaucoup de papas qui ont été dépassés et des mamans finalement qui se sont retirées un petit peu en disant visiblement les professionnels ils savent bien faire le truc. Résultat des courses, cette déparentalisation là, aujourd'hui, on a l'impression que vous dites mais regardez, quand vous dites on pourra pas faire pire que vous, c'est finalement vous nous avez retiré un peu l'autorité parentale parce qu'on était des mauvaises mamans et qu'on les élevait comme à l'algérienne, mais grosso modo, en les élevant comme vous nous avez imposé, on est arrivé à un résultat qui est pas terrible. Moi j'ai ressenti un petit peu ce sentiment. Non, c'est pas vraiment ça, c'est en fin de compte parce que on peut l'expliquer ça si on parle de la France, mais moi je reviens toujours en arrière. En Algérie, on a eu le même problème et pourtant il n'y a pas autant d'éducateurs, il n'y a pas d'autant de travailleurs sociaux. Malheureusement, le résultat est le même, c'est ça. Je dis pourquoi les mères? Parce que moi, je suis travailleuse sociale et malheureusement, je recevais beaucoup plus de mères quand il y avait des paroirs, des gardes à vue, des conseils de discipline. Malheureusement, c'était plus les mères qui faisaient appel à moi que les hommes. Et je pense, quand vous dites qu'effectivement, les professionnels on leur ont dit, on est là, c'est nous qui allons faire le travail. Moi, je pense tout le contraire. Je pense qu'il y a eu beaucoup trop de professionnels et on voit pas le résultat. Oui, c'est ça le problème. C'est que par exemple, moi j'ai travaillé beaucoup avec les éducateurs de rue et tout ça, je travaille beaucoup avec les éducateurs. Et forcément, vous êtes formés à être éducateur. Vous n'êtes pas à être dans une formation d'éducateur. Il n'y a pas un module où on vous parle de la religion. Et c'est certains éducateurs qui ont ramené la religion pour bien faire peut-être au début en disant oui je sais, moi je connais le Maroc, c'est super chouette, j'ai été chez vous ceci. En fin de compte ils ont voulu rentrer dans leur culture et dans leur religion pour peut-être créer du lien, mais manque de peau, ils ont oublié pourquoi ils étaient formés. Ils n'étaient pas là pour connaître la religion ou la tradition ou les coutumes de la famille. Ils étaient plus là pour aider, je dis bien pour aider parce que c'est vrai plus, et les éducateurs et les médiateurs et tous les travailleurs sociaux, on a eu des chefs de projet, on a eu plein de fonctions, mais ça n'a pas fonctionné. Je vais vous dire pourquoi ça n'a pas fonctionné. Parce qu'on a mélangé la politique avec la fonction. On ne s'est pas tenté, je ne parle pas que des éducateurs, moi je parle de ça parce que c'est mon domaine, mais on a mélangé, en fin de compte, le professionnel. Par exemple, vous prenez un chef de projet, par exemple, si c'est dans une ville de gauche, automatiquement, il pensait au maire avant tout. C'est une ville de droite, c'est pareil. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de différence. Nous, à Sevran, c'est encore de la gauche, mais il y a d'autres villes qui ont été reprises par la droite. Ils font le même chose pour dire « vous inquiétez pas, on va pas changer, ça va rester comme il veut ». Je lui dis « mais justement, les gens ont envie de changement. C'est pour ça qu'ils ont choisi pendant 80 ans, Blanc-Ménil, c'était une ville de communistes, et c'est devenu droite. Alors, on se dit peut-être que manque de peau, c'est que on est en train de dire arrêtons, faut pas stigmatiser, on n'est pas les méchants, laissez-les, même s'il y a plus de mixité homme-femme dans les ateliers, c'est pas grave, il faut pas qu'ils pensent que nous on est les méchants, on est les gens de la droite les méchants. Il faut maintenir. Non, il faut rester ferme et faire changer les choses, c'est ce que vous dites. La solution, elle passera par là. Sylvain Grandser, Riyad Salem et Clément Petit. Je profite de votre venue pour vous poser une question. C'est vraiment quelque chose qui m'échappe complètement dans le phénomène du djihadisme et dans l'embrigadement. Je travaille avec des élèves de CM1, CM2 qui sont d'une sensibilité extraordinaire aux injustices, à la violence. Et je me dis qu'est-ce qui se passe? Comment 8, 9 ans après, on peut avoir pour héros
un Mohamed Merah qui attrape une petite fille par les cheveux et lui tire une balle dans la tempe. On peut avoir pour héros 2 types avec des kalachnikovs qui flinguent les dessinateurs de Charlie Hebdo de 75 ans. Avoir pour héros 2 jeunes qui égorgent un prêtre de 86 ans. Avoir pour héros ce type à Charleroi ce week-end qui attaque 2 jeunes femmes à la machette. Mais comment est-ce possible? Enfin, est-ce que c'est un phénomène sectaire? Est-ce qu'on est sur... Enfin, il y a quelque chose qui m'échappe parce que je pense que ces enfants, enfin ces jeunes, pardon, dont je parle, ces jeunes criminels, je pense que Mohamed Merah à 10 ans, il aurait été comme mes élèves, il aurait été horrifié. Qu'est-ce qui se passe en si peu de temps pour basculer d'une extrême sensibilité souhaitable à cet âge-là à une espèce de fascination pour l'horreur, le meurtre, le sang. Enfin, comment on peut avoir pour héros quelqu'un qui tue une petite fille en lui tirant une balle dans la tête? Ça, et je ne me l'explique pas. C'est vraiment, je suis comme vous, effectivement, et comme je dis, c'est la transmission. On nous a ramené pas que dans les quartiers, parce qu'aujourd'hui c'est au-delà, c'est mondial. Mais le problème, ce qui se passe, on a utilisé les blessures des gens et tout ça pour en faire une carrière politique. Aujourd'hui, quand vous entendez les politiques parler, ils condamnent pas plus que d'autres. Et en plus, on justifie l'acte. Tant que vous parlez, moi je travaille beaucoup sur la victimisation. C'est dangereux la victimisation. Sûrement le nœud, oui. Parce que tant que vous dites à la personne, oui, mais vous vous rendez compte, ils se sentent exclus, recherche identitaire, on l'islamophobie, vous vous rendez compte, on les a mis tous ensemble dans un HLM, il n'y a pas, c'est des ghettos et tout ça. Ce qui fait, ça justifie l'acte. Et plus les politiques et les professionnels vont justifier l'acte, plus l'autre dire ah oui mais bon quand même t'as vu les pauvres où est-ce qu'ils habitent et voilà. Et nous les familles, et dans certaines familles qui sont d'accord avec ce discours de victimisation, à la maison, tant que vous sentez pas coupable, vous pouvez pas vous remettre en question parce que tous les imams et tout ça vont dire non, ce n'est pas l'islam. Alors du coup vous dites c'est pas moi puisqu'on dit que c'est pas moi. Mais si vous sentez effectivement coupable et responsable, là vous allez faire un travail sur vous, il faut qu'on fasse gaffe. Mais tant que tout le monde vous dit ah bah c'est pas vous, ben non, c'est pas l'islam. L'islam, c'est l'amour et la paix. Alors du coup, vous remettez pas en question parce qu'à la base, ce n'est pas vous, c'est les autres. Et c'est ça qui est dangereux. Dans un instant, question de Claire Aupetit, de Riyad Salem. C'est le grand oral des GG avec Nadia Remadna, la fondatrice de la Brigade des Mères et qui a écrit ce livre chez Kalman Levy, Comment j'ai sauvé mes enfants. On parle justement de ces enfants, en tout cas ceux qui sont tentés par la radicalisation, par le fait de partir en Syrie. Et puis vous me direz pourquoi aujourd'hui le danger, c'est pas forcément ceux qui ont 18, 19, 20 ans, c'est plutôt ceux qui ont 12, 13, 14, 15 ans. À tout de suite. RMC, les grandes gueules. RMC, le grand oral des grandes gueules. Grand oral des GG avec Nadia Remadna, la fondatrice de la Brigade des Mères et qui a écrit Comment j'ai sauvé mes enfants aux éditions Kalman Levy. On parle justement aujourd'hui de cette radicalisation, de cette tentation terroriste pour des jeunes qui partent faire la guerre en Syrie. Pourquoi? Parce qu'ils sont haineux contre qui, contre quoi? Claire Aupetit et Riyad Salem. Claire. J'ai beaucoup aimé votre livre. Merci. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un livre qui me coûtait d'arrêter parce que l'heure était là et de ne pas continuer. C'est tellement vrai ce que vous dites. C'est tellement évident, c'est tellement et quand ce qui m'a le plus pas choqué, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est quand vous dites qu'un petit garçon rentre à l'école et que vous avez alors je sais pas si c'est le prof ou je me souviens plus si c'était un prof ou les deux. C'est le surveillant, hein. Le surveillant qui lui dit, dis donc, on t'a pas vu à la mosquée ce week-end, c'est pas normal. Donc et ça, c'est ce qui se passe exactement dans les banlieues. Vous n'avez pas suffisamment parlé aussi des associations, parce qu'effectivement, vous parlez des élus, et c'est vrai, mais les élus donnent des subventions à des associations qui sont vraiment affectent, ignobles pour l'enfant. Quand vous avez un enfant de 5-6 ans, quand ils les reçoivent, ces associations, et qui leur dit, mais attention, tu te rends pas compte, tu t'appelles Mohamed, tu meurs dans le 93, tu es dans une cité, on voudra jamais de toi, tu ne pourras pas le faire. Et ça, dès l'âge de 5 ou 6 ans, et je vous assure, j'en ai entendu combien de fois où j'insultais vraiment ces femmes, parce que ça vient des femmes, le pire, c'est les femmes qui sont là, et que vous voyez l'enfant qui ne te regarde plus, et quand vous allez dans... C'est pas le mot amusé, mais ce que j'observe le plus souvent, quand je vais dans des grandes surfaces dans le 93, que je regarde des petites filles ou des petits garçons, et qui regardent par terre, alors que moi je les regarde, je fais un sourire, ils me regardent en 2 fois, avant de dire, elle me sourit, elle? C'est vrai?
Et là, le sourire arrive. Alors pourquoi mais ça a s'il n'y changé, pas, ça et cette éducation est là. Et quand vous disiez tout à l'heure que c'était qu'un détail, ce qui s'était passé justement sur la côte avec cette piscine, non, ce n'est pas un détail. Oui, non, parce que pour le futur, vous vous rendez compte que l'enfant qui lui est élevé par une femme qui s'habille comme ça, qui fait comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'il devienne? Comment voulez-vous qu'il s'intègre? Comment voulez-vous qu'il se sente bien? Quand vous avez une mère qui est habillée comme ça, qui est habillée tout en noir, avec des gants, avec tout, cet enfant, il est en danger. Pour moi, il est en danger. Quand je disais tout à l'heure par rapport à la piscine, parce que moi, ce que je vis, c'est tellement lourd. Moi, j'ai des enfants qui partent en Syrie, qui reviennent pas. On a une génération qui arrive, qui n'a que de la haine. Moi, je peux le confirmer. Et on a aujourd'hui, monsieur, je crois tout à l'heure, parler des mères et tout ça qui alertent. Mais aussi, il faut pas oublier, il y a certaines familles qui sont aussi en admiration devant cette radicalisation, en disant écoute, parce que si on prend le Mera, moi j'ai eu la chance de rencontrer le frère Mera qui a fait le livre, et c'est vrai, lui a un bon témoignage, il témoigne dans la haine dont les parents l'ont élevé, l'ont éduqué par rapport à l'autre, par rapport aux juifs, par rapport aux blancs, et lui justement par curiosité, qu'est-ce qu'il dit? Je suis parti justement connaître ce juif qu'on m'a dit, tout ça, et c'est eux qui m'ont ouvert la porte, et c'est eux qui m'ont aidé, c'est eux qui m'ont aimé. Et moi, j'ai rencontré la mère de Mohamed Merah. Par hasard, je ne savais pas au début que c'était sa mère. Elle était venue me voir. Moi, j'ai été travailleuse sociale. Et j'étais choquée que la mère de Merah en veuille plus à celui qui a fait le livre que son fils qui a été un monstre. Je m'attendais à qu'elle me dise... Comment ça, j'ai élevé un monstre? Il a quand même tué des fillettes parce qu'elles étaient juives. C'est des filles, quoi, des enfants. C'est horrible. Comment à 20 ans, en tant que mère, on ne peut pas culpabiliser, on ne peut pas devenir folle et dire qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, elle n'était pas du tout dans cet état d'esprit. Elle était plus en train de dire oui, il nous a foutu la honte avec un livre. Vous vous rendez compte? Ouais. Et malheureusement, il y a des mères, pas tous, malheureusement, on a ce genre de discours et on a le double discours des religieux. Et comme vous parlez tout à l'heure effectivement des associations, nous on est une association depuis juin 2014. On n'a pas de subvention d'État, on n'est pas subventionné. Bien au contraire, Monsieur Gatignon nous tape dessus. N'y soyez jamais. Monsieur de Gatignon nous tape dessus en disant qu'on est des empêcheuses de tourner en rond, et je suis en train de salir la ville de Sevran. Mais il faudrait rappeler à Monsieur Gatignon qu'il y a 2 ans, il voulait demander les casques bleus. Moi, je ne demande pas les casques bleus. Nous, on demande que les lois de la République soient respectées. On a des lois. À quoi ça sert de faire des lois si elles ne sont pas respectées? Alors, ceux qui nous représentent ne représentent pas la loi. Comment voulez-vous dire à des jeunes de respecter la loi? Riyad Salem. Alors, je vais peut-être parler avec un peu d'émotion parce que votre livre m'a assez bouleversé, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que votre histoire, elle est juste incroyable. Ce que vous avez vécu avec votre père, ce que vous avez subi, et ce que vous devenez maintenant. Mais j'ai un gros problème avec votre analyse. Ça veut dire que vous posez les bonnes questions, et à chaque fois, vous avez ce réflexe d'être dans l'esprit de contradiction avec ce qui existe. Et je pense qu'il y a un vrai danger de tout le temps mettre en opposition les choses. Ça veut dire les hommes, les femmes, les institutions, les associations. Personne n'est parfait dans l'histoire. On a tous une part de responsabilité, et ça, j'adhère complètement. Après, il y a des choses qui m'ont même choqué en me disant, mais c'est peut-être dangereux d'expliquer que si un gamin fait une connerie, ça autorise le flic à en faire aussi. Je pense qu'il y a des mots comme ça. Peut-être c'est pas conscient, ou peut-être c'est une erreur, je sais pas, mais les messages qui sont à l'intérieur peuvent être très mal pris. Et on parlait tout à l'heure d'Islam de France. Moi, je suis alcoolique musulman, handicapé et tout ce qui s'ensuit. Je pense que oui, il y a un islam de France à créer. C'est parce qu'on l'a pas fait. Si vous allez au Mali, vous ne vivez pas l'islam ou le côté musulman comme en Afghanistan, comme en Arabie Saoudite, comme en Turquie. C'est-à-dire qu'il y a aussi le problème aujourd'hui, le fait qu'on ait cette impression que l'intégration, l'assimilation, toutes ces choses-là, on le prend pas avec honnêteté. Il y a des millions de musulmans qui sont en France, qui sont français, qui vivent leur vie et qui en ont un peu ras-le-bol de ce côté d'amalgamer terrorisme, islamisme, musulman. C'est-à-dire que évidemment il y a une vraie maladresse. Et plus on va être dans cette dynamique d'imposer aux musulmans lambda qu'il appartient à ce groupe de famille, moi je ne peux pas m'imaginer que ces gens-là sont mes frères de spiritualité ou mes frères de nationalité ou mes frères tout simplement. Pour moi, ce ne sont pas les mêmes hommes, ce ne sont pas les mêmes femmes. Ils ont choisi une voie qui est une voie qui il n'y a pas d'explication. Ils peuvent prendre toutes les religions du monde, coller toutes les étiquettes, s'habiller en ce qu'ils veulent, ils ne le sont pas. Voilà.
point barre. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Sauf qu'il se réfugie. Il se réfugie, mais demain, dans ces cas-là, le califat pour eux, ou l'idée du califat, c'est une idée expansionniste et de dire... C'est deux thèses qui s'opposent, et qui sont toutes les deux entendables, et qui sont intéressantes. Mais je suis aussi dans les quartiers. C'est de dire ce qu'ils nous ont fait, nous leur ferons. Nous sommes en train de faire un califat pour, à notre tour, porter le glaive, et ça donne une raison d'être à des jeunes, comme tu le disais, qui sont fragiles, mais pas jeunes. C'est pour ça qu'à un moment donné, les meilleurs alliés, ce sont les familles. Ce sont aussi les musulmans, les meilleurs alliés dans ce combat. Si vous mettez vos meilleurs alliés sur le bas-côté en les stigmatisant, alors vous perdez ceux qui amènent la solution au problème. Moi, je suis pas trop d'accord en disant les stigmatisants, parce qu'aujourd'hui, il faut à un moment donné, on est resté pendant des années, on n'a pas osé de nommer les choses et les dire. Aujourd'hui, je pense que ce qu'on vit, c'est atroce pour tout le monde. Et comme vous dites, effectivement, si les musulmans, il y a des bons et des mauvais musulmans, le problème, il n'est pas là. L'islam de France, ça veut dire, moi je dis, en France, c'est un pays laïque. On n'a pas à faire l'islam de France. On a à faire des citoyens. C'est pas à nous c'est pas aux Français musulmans ou non musulmans, c'est pas à nous de faire l'islam de France. On fait en sorte qu'on ait des citoyens français, basta. Le reste, on le jette, entre guillemets. Après, être bon ou mauvais musulman, ça ne regarde personne. Mais moi, c'est mon analyse, hein. C'est ça veut pas dire que c'est moi qui a raison, hein. Parce que moi, je peux vous dire, effectivement, vous dites ce ne sont pas mes frères spirituels et tout ça. Moi, la religion musulmane aussi, c'est comme toutes les religions. Il y a l'amour et la haine. Il faut arrêter de dire que la religion musulmane, parce qu'on parle de l'islam, hein, la religion musulmane, c'est l'amour et la paix. Non, dans toutes les religions, il y a l'amour et la paix. Et dans tous les livres. Et oui, dans tous les livres. Pardon, je voulais dire, il y a la haine. Pardon. C'est exactement la même chose. Pardon, il y a la haine et l'amour dans toutes les religions, dans la vie de tous les jours. Il y a l'amour et la haine. Aujourd'hui, je dis, non, je pense qu'on a dépassé le stade de pas dire les choses, de stigmatiser. Moi, personnellement, je m'en fous qu'on stigmatise les musulmans. C'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, on a des gamins qui ont une haine atroce. Comme disait tout à l'heure, monsieur, des enfants de 8 ans, de 9 ans. À un moment donné, on peut pas argumenter avec le Coran. On peut pas argumenter ça n'a avec rien à voir avec la religion. Mais pourquoi, est-ce que ça existe 13 ans, 15 ans? Pourquoi est-ce qu'ils ont la haine aujourd'hui? Elle existe depuis toujours, cette haine. Elle existe. C'est qu'à un moment donné, si vous parquez des gens comme des animaux dans des quartiers et que vous leur expliquez. Voilà, ça revient. Non mais, juste, je n'excuse rien. Il faut vraiment, il y a un moment donné, comme vous dites, il faut nommer les choses. Voilà. Donc à un moment donné, nommer les choses, c'est le dire. Il y a des statistiques qui sont là, c'est une réalité. Oui, mais c'est pas factuel. pour ça qu'ils deviennent terroristes. Mais vous le dites vous-même. Écoutez-moi. Pourquoi nos enfants, vous posez les bonnes questions? Pourquoi nos enfants, avec même diplôme, sont plus au chômage que les autres? Parce que je vais vous dire posez les questions. Je vais vous dire pourquoi je les pose cette question, mais il faut lire le livre autrement. Moi, je l'ai écrit autrement. Je vais vous dire, parce que on se met déjà des barrières. Moi, si je me serais arrêtée à ma tête d'arabe, j'ai pas fait beaucoup d'études, vous avez lu mon histoire, j'ai repris les études, tout ça. Je me serais arrêtée à ma tête d'arabe. Eh ben, je serais pas travailleuse sociale, j'aurais pas fait l'association, je serais pas ici à RMC aujourd'hui. Parce que de toute façon, je suis victime, ou même pas, je suis dans une banlieue. Mais aujourd'hui. Fatima, qui est prof de français chez nous, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai 4 enfants. J'ai élevé 4 enfants. Ils ont des prénoms maghrébins, les 4. J'en ai 3 qui sont faits à la Sorbonne. J'en ai un qui a pas fait d'études, pas parce qu'il habitait Sevran et il avait un prénom rebeu. Non, tout simplement, c'est lui qui a décidé d'arrêter en terminale. S'il aurait voulu aller à la Sorbonne, personne lui aurait mis un mur en lui disant non, tu viens de Sevran. On n'a pas les moyens d'aller à la Sorbonne non plus. Je peux vous dire. Oui, mais ils se sont donné les moyens. Moi, j'ai élevé mes enfants toute seule. Ouais. La transmission, c'était quoi? L'instruction. Je lui dis, on a de la chance d'être un pays comme la France. Et moi, en tant justement, parce que j'étais une assoiffée de la culture française, avec tout mon passé, tout ce que j'ai eu, j'ai dit ce que j'ai pas eu, moi, je vais le transmettre à mes enfants. C'était quoi? C'était l'instruction, le savoir, la connaissance. Ils font quoi, les 3 grands, aujourd'hui? Eh ben, j'en ai un qui valide, là, il est expert comptable. J'ai les jumeaux qui sont encore à la Sorbonne, qui sont en 3e année, et j'en ai un qui travaille. Mais pour vous dire, je me suis donné les moyens. Moi, j'avais un petit salaire de monsieur éducateur. Vous savez, quand on est travailleur social, je suis complètement d'accord avec vous, donner les moyens. L'ami qui veut, pareil, il y en a un qui a pas fait des études, mais qui a créé une maraude et qui fait de l'humanitaire. Les 2 autres, ils sont à Saint-Cyr aujourd'hui. Donc, je suis complètement d'accord. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut prendre les choses dans la globalité. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'islam de France, la France, c'est la grande France, la grande France. Je parle pas juste on n'a pas à faire l'islam de France. On n'a pas à le faire. Mais la grande France, vous avez des territoires musulmans où les gens, leur religion, vous allez à Mayotte, vous allez. Oui, mais c'est Mayotte.
Oui, mais c'est quand même la France. Oui, c'est-à-dire c'est qu'à un pas- moment donné, soit on prend ce qui existe en réalité avec notre histoire et on l'assume pleinement. On et dans l'assume. ces cas-là, si on est Oui, tout je le suis temps à d'accord. dissocier les choses, on va pas réussir. Ça veut dire Alors, que c'est ce que disait, soit Mais on arrive à vivre ensemble intelligemment. Excuse-moi, mais Ouais. tu as des politiques qui s'en servent de ça. C'est ça, Ils ont dit madame. besoin, au lieu de tirer leur population Je suis et leurs complètement habitants d'accord. Je suis vers le complètement haut, d'accord. ils le tirent vers le bas Ils en pensant ils garder utilisent les blessures leur des électorat. gens. Je suis complètement Ils se trompent complètement. Ouais, j'adhère. Et ils subventionnent des associations Ouais. qui vont complètement dans leur sens. Alors, et à moi, partir je suis de ce d'accord, moment-là, je suis d'accord. les Il faut les jeunes n'ont plus d'espoir. il faut redéfinir Parce qu'on ce que leur c'est a que la donné laïcité haine, contemporaine. on leur fait croire Exactement. que la France ne veut pas d'eux, qu'ils vont les rejeter. Et quand vous avez un enfant qui est un petit peu plus sensible que les autres et qui n'a pas encore trouvé sa voie, au lieu de dire à un enfant, attends, t'es pas bon à l'école, mais de toute façon, on va trouver dans quoi tu es bon. Il faut arriver à trouver si cet enfant va être bon dans le dessin, s'il va être bon dans la gym, s'il va être bon. Il faut absolument qu'un enfant Oui, doit être, il faut doit le- être faut le le meilleur détecter, quelque le part. tirer, Et il faut le détecter. complètement. Mais Et alors, avec attends. ça, il faut s'en servir. Puisqu'il Et nous eux, reste- au contraire, ils leur mettent sur la tête, ils l'écrasent, ils l'écrasent, ils Mais l'écrasent. juste dire Ils sont pas pour s'en faire attention, sortir. parce que aujourd'hui, Mais si, je l'ai vu. Attends, on le voit, on le voit. 5 secondes, 5 secondes. Juste dire une chose importante. C'est qu'aujourd'hui, vous avez des enfants qui naissent chrétiens, qui meurent musulmans. Donc, c'est pas que les jeunes des quartiers. Dans les campagnes, partout aujourd'hui, c'est un vrai fléau. C'est qu'à un moment c'est donné, vrai. on a fait croire comme n'importe quelle secte que c'était la voie. Et il y a à combattre contre ça. Et tous ceux qui sont des citoyens français, avec une conscience humaniste, avec les valeurs républicaines, il faut qu'on soit tous ensemble et qu'on arrête de se diviser. Alors, dernière question, il nous reste 3 minutes, Nadia. Puisque vous êtes en contact aussi avec ces familles dont les enfants sont partis. Moi, je voudrais savoir, que font-ils ces enfants là-bas, de l'autre côté, là en Syrie, là? Que deviennent-ils? Que font-ils au quotidien? Est-ce que certains disent je veux rentrer, aidez-moi, je veux rentrer, dites-moi. Oui, on a malheureusement certains qui veulent rentrer, particulièrement les filles, mais qui n'arrivent pas à rentrer parce que c'est dur de rentrer, parce qu'ils sont surveillés. Après, une fois arrivés là-bas, ils voient que c'est pas comme on leur a promis et tout ça. Mais malheureusement, moi, je voulais revenir sur les mères qui alertent avant les départs et on fait rien, on dit que ce n'est pas un délit. Et à un moment donné, alors nous, on voudrait savoir quand on est on est parents, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la mère ou le père qui souffre, il y a les cousins, il y a les cousines, il y a les sœurs et tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'il manque de courage, pas politique, de courage tout court. On a des hommes, je dis hommes parce que voilà, qui manquent de courage. Et nous, on est une petite association dans les terrains, on s'en prend plein la figure pour rester poli. Bon, on est dans une grande gueule, alors je peux dire, on s'en prend plein la gueule. Et en plus, on est tapé des deux côtés. Du coup, les politiques nous frappent dessus, les radicaux nous tapent dessus. Certains politiques, et c'est certains politiques, pas certains, tous. pardon, excusez-moi, c'est vrai, vous avez bien de me faire rappeler, certains politiques nous tapent dessus. Du coup, c'est nous les méchantes. Et c'est ça on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on est en train d'alerter. On veut pas que vous vous rendez compte, ce qu'ils arrivent, la haine, comme disait monsieur, 8 ans, 9 ans, des gens qui vous parlent que de vengeance, de haine. On a tué quand même des gamines parce qu'elles étaient juives. On a tué. Mais ces gamins de 8, 10 ans, 13 ans. Il faut c'est maintenant qu'on doit faire un travail. Mais pas un travail avec les religieux. On a des professionnels, on a des vrais professionnels. C'est pas le religieux de faire le travail, puisqu'on dit qu'on est laïque. C'est aux professionnels, aux parents, aux éducateurs, aux policiers. Il faut tout le monde, il faut exclure tout le monde. personne dans ce Il combat-là. faut pas dire, il faut rappeler, on travaille qu'avec les religieux. Non. Dans un sens, on nous dit les laïcs, on est laïque ou pas. À lire ce livre de Nadia Remadna, c'est pour ça qu'elle est venue aujourd'hui en parler avec les GG. Comment j'ai sauvé mes enfants aux éditions Kalman Lévy. Merci de ce témoignage, Merci. Nadia. Merci, 12h44. merci.